Les hauts magistrats du Conseil d'État ont prêté serment devant le chef de l'État. C'était ce mercredi 12 janvier au Palais de la Nation. La Formule 1 appelait à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali. Une lettre lui a été adressée par la RC quant à ce. Du Conseil d'État au Palais de la Nation devant le chef de l'État. Il s'agit de la première présidente du procureur général près le Conseil d'État et du premier avocat général. C'était ce mercredi 12 février 2025. Rachel Saliwala nous fait le point. La première présidente, le procureur près les conseils d'État et le premier avocat général du Conseil d'État ont prêté serment ce mercredi 12 février 2025 devant le chef de l'État, conformément à la Constitution et à la loi organique. Ce haut magistrat s'engage à respecter la Constitution et les lois de la République et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de première présidente du Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Moi, Mukolo Kokesha Jean-Paul, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour, le Conseil d'État. Il s'est noté que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la première ministre, du président du Sénat et des diverses autorités civiles et militaires. Et puisqu'on parle de justice, parlons de l'ouverture ce mercredi du procès opposant la RDC au Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Dans ce procès, Kinshasa veut faire reconnaître et obtenir des sanctions contre les régimes de Kigali à la suite des atrocités dans son pays et victimes dans l'Est, a fermé Vita. Le gouvernement congolais a salué le début de ce procès qui fait partie du front judiciaire que mène la RDC contre le Rwanda pour ses atrocités commises dans l'est du pays. À ce stade, a expliqué le ministre de la Justice et Contentieux international, il est question pour cette cour de se prononcer sur la recevabilité et sur sa compétence de juger cette affaire. Selon Samuel Mbemba, après cette phase, interviendra celle de fond au cours de laquelle la RDC va présenter des preuves des exactions subies par les victimes devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Il a assuré avoir renié toutes ces preuves grâce à l'implication des organisations de droits de l'homme congolaises et autres experts en la matière. Des ONG de droits de l'homme avec lesquelles nous avons eu une série de réunions et des séminaires travaillent actuellement sur le terrain pour encourager les victimes et les témoins à fournir les éléments d'information qu'ils ont. Parce que ce n'est plus un secret pour personne que le Rwanda est présent en RDC, a rapporté Samuel Mbemba. Lors de cette première audience, l'avocat conseil du Rwanda a plaidé pour les exceptions d'incompétence de cette cour. Sur ce, il a demandé que la requête de la RDC soit rejetée parce qu'elle ne relève pas de la compétence de la CADHP. Les avocats conseils de la RDC ont, quant à eux, tous rétorqué en prouvant la compétence territoriale élargie de la CADHP. Pour Maître Jean-Paul, la Cour devra prendre en compte la requête de la RDC aussi longtemps qu'elle relève des faits commis en RDC, État membre de l'Union africaine. Hormis le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, de nombreuses autorités congolaises prennent part à ce procès à Arusha, dont le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, professeur Ntumba Luaba.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à attirer l'attention de la communauté internationale et celle des communautés de la SADC et de l'EAC en particulier sur la violation flagrante par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23 du cessez-le-feu décidé par le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. En effet, dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après des assises sus-évoquées, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du 1-23 ont bombardé des positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité d'Oloma, chefferie de Bamate, territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan de 14 morts, dont des civils et plusieurs blessés. Dans le même territoire, des positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités de Kanyambi, de Ndolama et de Tchulo, dans les territoires de Calais. En province du Sud Kivu, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités d'Iushu et de Munanira sont attaquées depuis le matin du 11 février 2025 par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du 1-23. L'ennemi a été repoussé mais continue de recevoir des renforts. Pour décourager cette attitude récidiviste, le gouvernement de la République démocratique du Congo recommande notamment la convocation urgente de la réunion de chefs d'état-major général, décidée lors du sommet conjoint en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification, une condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC assortie des sanctions, la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de cette nouvel acte d'agression, tout en réaffirmant ses engagements à respecter les solutions du sommet conjoint chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'EAC et de la SADC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rassure qu'il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de son intégrité et de sa souveraineté territoriale. Il appelle le peuple congolais à rester mobilisé derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République, commandant suprême. Vous avez certainement compris qu'il s'agissait d'un communiqué où le gouvernement congolais condamne la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses supplétifs. En diplomatie, les éléments d'information pour l'établissement des faits sur les crimes commis par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC sont probants. Le ministre de la Communication et Médias en a cité quelques-uns. C'était à l'occasion du briefing organisé en début de semaine au studio de la RTNC3. Patrick Kisso y revient. À la question sur la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour la situation dans l'Est de la RDC, le ministre de la Communication et Médias a fait savoir que celle-ci a été arrêtée en mode d'urgence. Dans l'esprit des discussions, cela devrait se faire dans l'urgence. Évidemment, il y a des us et coutumes au sein du Haut Commissariat, mais en tout cas, il est prévu que très rapidement, on parlait de délai d'1 à 2 semaines, constituer cette mission et l'envoyer sur place, parce qu'il faut s'assurer aussi des conditions de sécurité de cette mission qui doit se rendre à la fois au nord Kivu et dans les sud Kivu pour être en mesure de documenter. La période a été fixée à partir de janvier 2022 jusqu'à ces jours, donc il y a tous ces éléments qui sont importants et qui doivent rentrer en compte, mais le monde entier a compris l'urgence. S'il y a eu justement ce vote à l'unanimité, c'est parce que face à la barbarie et aux actes qui ont été posés et au risque justement que cela se pose encore, parce que nous connaissons les aventures rwandaises sur notre territoire, il y a bien évidemment besoin de passer un message à tous ces criminels, y compris à leurs chefs, pour montrer que cette fois-ci, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais c'est le monde entier qui s'élève. Pour ce qui est de la mission d'établissement des faits sur le terrain, Patrick Mouyaya a donné des éléments probants qui aideront la mission du Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans leurs tâches. Nous savons par exemple que c'est l'armée rwandaise qui a tiré sur les casques bleus de la MONUSCO, crime de guerre. Nous savons qu'ils ont tiré sur les sites des déplacés, notamment à Roussayo. C'est aussi une autre forme de crime de guerre. Nous avons en tout cas aujourd'hui la possibilité de noter qu'il y a eu des crimes imprescriptibles.
on a beaucoup insisté sur les violences ou les violations des droits de l'homme commises sur les femmes et les enfants. Vous savez qu'il y a des recrutements forcés des enfants qu'on envoie, il y a des actes d'une horreur indescriptible, notamment les viols des femmes, et toutes ces choses se sont passées. Tout ceci constitue une grande victoire diplomatique pour la RDC qui a mené une lutte acharnée pour arriver à cette fin. Et en sécurité, la population tutsi congolais ne vit pas en marge de la société. Le prétexte du régime de Kigali de sa sécurisation est faux. Le ministre de la Communication et Médias l'a démontré aux professionnels des médias. C'était lors du briefing tenu en début de cette semaine à la RTNC. Patrick Isso revient. Dans ce spécial briefing Tout pour la patrie, le ministre de la Communication est revenu sur les faux textes du président rwandais à défendre l'intérêt des Tutsis congolais. Patrick Mouyaya, qui a balayé d'un revers de la main ce mensonge, a donné des exemples qui vident toute la substance avancée par Paul Kagame. Nous devions être ce soir avec le ministre d'État, ministre Guissaro, qui devait s'exprimer pour le compte de sa communauté. Vous savez qu'il est de la communauté Banyamulenge ou Tutsisi, qui allait répéter ce qu'il a déjà dit ici. Ils n'ont jamais donné un quelconque mandat au président rwandais pour se présenter comme lui les défenseurs des Tutsis qui seraient massacrés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons les membres de cette communauté. Regardez le ministre Guissaro qui est ministre d'État, ministre des infrastructures. C'est lui qui a la charge de construire les routes dans toute la République démocratique du Congo. Alors comment, dans un pays où vous dites qu'il y a un massacre de Tutsis en cours, on peut en avoir un qui soit si haut placé? C'est lui qui combat qui commande nos forces à la 3e zone de défense, les générales Massunzu, Pacifique. Il est de quelle communauté? Vous avez vu cet officier, ce vaillant colonel qui est décédé récemment lorsqu'on essaie de contenir le rebelle dans le front du Sud Kivu. À cela, Patrick Mouyaya appelait les médias à se dessaisir du discours empoisonné du régime rwandais tout en donnant la bonne information. Il faudrait hésiter justement de rester de manière permanente dans son piège, dans son discours mensonger. Et pour ça, nous comptons beaucoup sur les médias. Parce que lorsque, de manière régulière, vous entendez discours de haine, moi je ne sais pas si dans votre environnement, vous avez déjà vécu des cas comme ça. Auquel cas, notre position comme gouvernement est connue. Nous condamnons toute forme de discours de haine contre n'importe quelle communauté. D'autres sujets ayant trait à cette problématique ont été abordés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mardi 11 février à la Cité de l'Union africaine une délégation des confessions religieuses. La délégation était essentiellement composée de l'Église de Réveil du Congo, des musulmans, de l'Armée du Salut, de l'Église kimbanguiste, des orthodoxes et de l'Église des Noirs. Affermi Vita, reportage. Mardi soir, à la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi était face à une délégation des plateformes des confessions religieuses. Au sortir de ces échanges, l'évêque Ejibaya Mapia a dit, je cite, « Cet échange avec le chef de l'État était essentiellement consacré à la question de l'initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et de l'Église du Christ au Congo ECC. Commettant cette démarche de la Sanko et de l'ECC, le numéro 1 de l'Église de Réveil du Congo a indiqué que le président Tshisekedi est ouvert à l'initiative, mais à condition qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous trouvions un créneau pour faire un programme commun. Ça sera un exemple que nous allons donner à la nation pour l'unité. » À lui d'ajouter, nous avons dit au chef de l'État que nous avons une série de manifestations, notamment les prières, selon les rites et la particularité de chaque confession religieuse, parce que nous croyons que la victoire vient de l'Éternel, a conclu l'archevêque Ejibaya Mapia.
Je l'ai annoncé en titre, la République démocratique du Congo a adressé une lettre à la Formule 1, l'exhortant à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali suite à l'occupation de vastes étendues de la partie est de la République démocratique du Congo par des troupes rwandaises. C'est la ministre des Affaires étrangères qui l'a écrite au PDG de F1 ce mercredi 12 février 2025. Regardez. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a écrit au président directeur général de la Formule 1, Stéphane Dominicali, pour l'exhorter à mettre fin aux discussions avec les régimes autocratiques et expansionnistes de Kigali qui a causé les déplacements de plus de 700 000 personnes depuis le début de l'année 2025. Dans sa lettre à la Formule 1, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la culpabilité du Rwanda dans les conflits est devenue incontestable après un rapport de l'ONU affirmant que 4 000 soldats rwandais sont actifs en RDC en violation de la souveraineté du pays. Les forces de la défense rwandaises, RDF et les M23 ont tué 17 casques bleus dans les violences depuis le début de l'année. La ministre a ajouté, les RDF ont ignoré un cessez-le-feu que j'avais convenu avec mon homologue rwandais et ont plutôt bombardé les maisons et les hôpitaux à Goma, entraînant environ 3 000 décès selon les Nations Unies. La Formule 1 désire-t-elle vraiment que sa marque soit salie par une association entachée des sangs avec le Rwanda? Est-ce vraiment le meilleur pays pour représenter l'Afrique dans les sports automobiles mondiaux? La lettre a également soulevé les questions sur la provenance des fonds que le Rwanda disponibilise pour accueillir les Grands Prix après que l'ONU a confirmé que le Rwanda a volé des minerais à travers des activités minières illicites dans les zones occupées du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. La RDC estime que le pillage de ces minerais des sangs par le Rwanda représente un apport de 1 milliard de dollars à son économie chaque année. La ministre d'État a salué l'ambition de la Formule 1 d'organiser un Grand Prix africain, mais a rappelé à la Formule 1 qu'elle n'est pas obligée de choisir le Rwanda, soutenant la candidature de l'Afrique du Sud pour l'accueillir. Qualifiant cela des décisions appropriées et faciles à prendre, la ministre d'État a souligné que des soldats sud-africains en mission de maintien de la paix dans mon pays ont été tués par les régimes mêmes avec lesquels vous cherchez à faire des affaires. Dans la lettre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a partagé une invitation ouverte à rencontrer M. Dominicali pour discuter de la question et fournir les dernières informations sur la situation au Nord Kivu. Prenons à présent cette information en bref et en images. Les autorités aéronautiques congolaises ont interdit le survol des aéronefs immatriculés au Rwanda ou ailleurs basés dans ce pays de survoler le ciel de la République démocratique du Congo. D'après une dépêche partagée par l'agence congolaise de presse, le mardi 11 février, c'est en raison de la guerre d'agression ayant causé la mort de 3000 Congolais en 4 jours à Goma. Rappelons que depuis plusieurs mois, la partie est de la République démocratique du Congo fait face à une crise sécuritaire due notamment à la guerre d'agression dont est victime le pays menée par le Rwanda au travers du mouvement rebelle du 1-23. En sécurité, toujours face à la guerre d'agression rwandaise, l'eurodéputé Thierry Mariani a appelé l'Union européenne à annuler d'urgence l'accord sur les minerais que lie l'Union européenne au Rwanda, de suspendre le partenariat sécuritaire qu'elle a avec ce pays et à bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Union européenne dans le cadre de la facilité européenne de prendre des sanctions concrètes contre les responsables des massacres et exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Suivez. Madame le commissaire, ce n'est pas une crise humanitaire. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant « Les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu ». Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes
et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans. Direction Ituri, où le peuple Emma a renouvelé son engagement en faveur de la cohabitation pacifique entre toutes les ethnies de cette province. Ceci pour barrer la route aux ennemis de la paix. C'était le mardi 11 février 2025 à Fermé-Vita. Aux côtés du gouverneur militaire, le peuple Emma s'engage à la cohabitation pacifique entre ethnies. Message relayé à Bunia par les membres du nouveau comité élu de cette organisation communautaire à l'issue des échanges tenus avec le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté Emma et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple Emma. Le peuple Emma appelle les Ituriens à la collaboration pacifique et à l'unité entre les ethnies. Le peuple Emma, c'est un peuple hospitalier. Le peuple Emma n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple Emma, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple Emma d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Il est à souligner que, depuis un certain temps, les différentes ethnies et communautés de l'Ituri s'engagent à accompagner les efforts de paix de l'administration militaire qui tient au vivre ensemble entre les Ituriens. Cette dynamique est d'autant pertinente en cette période où la menace externe et interne de rebelles est signalée en Ituri dans le but de déstabiliser cette province agro-pastorale et minière qui regorge pourtant des peuples mentalement forts. Et prenant cette triste nouvelle en société, 3 personnes sont décédées et 2 autres blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du mardi à ce mercredi au croisement des avenues Libération ex-24 novembre et Luyeye à Selimbao dans la ville de Kinshasa. Regardez. Selon des témoins sur place, 2 camions bennes, l'un rempli d'écossais des manioc en provenance du Congo central et l'autre sortant d'un chantier sur l'avenue Luyeye, après y avoir déposé du sable, sont entrés à collision. 2 passagers transportés par un motocycliste et un pousse-pousseur sont morts sur les champs. Nous sommes sur Selembao, station Selembao. Camion moko isali accident à la tongo lelo. Éviter tout le bateau, nous a dit à quoi, selon ma témoignage, déjà sur place, 3 personnes bakoufi. Les corps des victimes ont été soigneusement transférés à la morgue de l'hôpital général des références de Makala. Les résidents de la commune choqués par cet événement appellent à une meilleure régulation de la circulation pour éviter de tels drames à l'avenir. La campagne Pas d'école sans bon se poursuit du service national se poursuit à Kinshasa le mardi 11 février. Au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le commandant du service national a offert des bons à l'ITP Kitomesa dans la commune de Kisenso et à l'école de l'excellence de bons d'Alungwa. Rachel Adasaliwala revient. 2 écoles de la ville de Kinshasa ont été bénéficiaires des bancs fabriqués
par les services nationaux. Il s'agit de l'Institut technique Kitomesa à Kisanso et Excellence de Kinshasa à Bandalungwa. Ce geste est posé au nom du chef de l'État qui veut doter toutes les écoles en banc pour une bonne condition d'études. Si nous sommes dans le processus, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, de doter toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa en bancs. Et ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur du service national. Un atelier est construit en scellé. C'est de cet atelier que sortent ce banc. En fait, vous savez, le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en banc. Dans la foulée, le lieutenant-général Kassongo Kabouik annonce dès l'année prochaine la distribution par les services nationaux des manuels scolaires, ce grâce à la construction d'une imprimerie dans la commune de Lansele. En dehors de nos frontières, pour clore ce journal, en République centrafricaine, les femmes et les filles déplacées font face à d'importants défis. L'insécurité aggravée par les conflits limite leur accès aux services essentiels tels que les soins de santé, la protection et l'hébergement sécurisé. Suivez. Les femmes déplacées en République centrafricaine sont particulièrement vulnérables. Dans ce centre de Bimbo, elles trouvent une assistance après avoir subi des violences. Prise en charge médicale, soutien psychologique, orientation dans le service adapté. Ici, tout est mis en place pour répondre aux urgences. Ici, dans notre organisation, Olivier, homme de Galilée pour le développement social. Ce que nous on fait ici, quand une femme arrive chez nous, si c'est une femme victime d'agression physique, ça veut dire qu'il y a les coups et les blessures. La femme arrive ici chez nous. Nous, on la prend. Ce que nous on fait, on identifie la personne. Et s'il y a les coups et les blessures, il y a les douleurs que la femme ressent, rapidement, on réfère au côté sanitaire. Mais ce service de prise en charge dépend des financements. D'après la ministre de la Promotion du Genre, un arrêt des financements empêcherait la prise en charge des victimes avec des conséquences sur la population et l'État. Mais si le financement est arrêté, ça veut dire que nos femmes et nos filles qui sont victimes ne seront plus prises en charge. Et si elles ne sont pas prises en charge, vous voyez la répercussion sur le bien-être d'abord de la personne, sur la population et également sur l'État. En Centrafrique, l'insécurité persistante continue d'aggraver la situation. Les violences, les déplacements forcés et le manque d'infrastructures rendent l'accès aux soins et à la protection très difficile. Ainsi s'achève cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. Les hauts magistrats du Conseil d'État ont prêté serment devant le chef de l'État. C'était ce mercredi 12 janvier au Palais de la Nation. La Formule 1 appelait à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali. Une lettre lui a été adressée par la RDC quant à ce. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous pour demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.